Les obsèques de 12 enfants tués hier sur un terrain de football ont été célébrés en début de journée dans les cercueils des adolescents de la communauté druze. Ils jouaient sur un terrain de football lorsqu'un missile de fabrication iranienne s'est abattu sur eux. 30 autres jeunes ont été sévèrement blessés. Les images de ce drame ont bouleversé les Israéliens. L'État hébreu qui estime que toutes les lignes rouges ont été franchies et pointe du doigt la responsabilité du Hezbollah qui nie toute implication. Sommes-nous à la veille d'un embrasement? Quelle sera la réponse d'Israël? Quelles conséquences pour un Liban déjà au bord de l'implosion? On en parle avec nos invités ce soir sur Europe 1. Antoine Basbous, politologue et journaliste spécialiste du monde arabe. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce soir. Également dans ce studio, le général Patrick Dutartre, ancien général de l'armée de l'air française et consultant. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez d'ailleurs notamment servi au Liban. Et puis avec nous par téléphone, Frédéric Ancel, géopolitologue et professeur à Sciences Po. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Frédéric Ancel, il est peut-être important de rappeler qui sont les Druzes. Ils sont environ 120 000 en Israël, ils sont musulmans. Quelle place ont-ils dans la société israélienne ? Ils se considèrent d'abord comme druzes, avant de se considérer comme musulmans, et d'ailleurs ils ne sont pas considérés par les musulmans, notamment les sunnites, comme de véritables musulmans. C'est un collectif très particulier. Ils sont alors un petit peu plus nombreux en Israël, dans les 140-150 000, dont environ 20 000 sur le plateau du Golan, naguère syrien, avant la guerre des 6 jours de 67. Mais il faut surtout rappeler que les Druzes sont aussi présents non seulement au Liban, mais en Syrie. Et donc vous avez un collectif moyen-oriental druze d'un petit peu moins d'1,5 million de personnes, extrêmement soudées, pour différentes raisons, notamment culturelles, sur lesquelles on n'a pas le temps de s'appesantir, mais je dois vous dire que, en tant que directeur de recherche, la dernière thèse de doctorat en date que j'ai dirigée, que j'ai fait soutenir, portait précisément sur la question nationale druze. C'était en décembre dernier, et ce qui était très intéressant, et ça a confirmé ce que je crois savoir depuis de très nombreuses années que je travaille sur le Proche-Orient, c'est que les Druzes du plateau du Golan, donc ceux qui ont été touchés aujourd'hui, à Majal Shams notamment, l'un des 4 villages du plateau du Golan, jusqu'à maintenant, jusqu'à la guerre civile syrienne, se sentaient toujours, alors druzes primordialement, mais ensuite quand même syriens. Les Druzes sont toujours très loyaux à l'État dans lequel ils vivent, mais avec la guerre civile en Syrie et surtout ces dernières années, on a eu affaire à un rapprochement de cette population avec le reste d'Israël, à tel point que aujourd'hui plusieurs milliers de ces Druzes du Golan ont demandé et obtenu bien sûr la nationalité israélienne. Dernier point, il vous aura pas échappé que hier, le chef spirituel de la communauté druze de Galilée, donc la plus importante en Israël, a exigé et va obtenir, donc je crois qu'on va en parler, mais a exigé une riposte extrêmement cinglante. Alors oui, c'est intéressant parce que ce sont des citoyens israéliens. Ils ne sont bien sûr pas juifs puisqu'ils sont druzes, mais leurs soldats combattent en ce moment à Gaza et sur les autres fronts aux côtés de leurs compatriotes et leurs camarades de combat juifs israéliens, sachant que, et j'en termine, pour ce qui est des Druzes de Syrie et du Liban, on est dans une très grande difficulté. C'est-à-dire que des Druzes ont été touchés manifestement par le Hezbollah. Alors c'est une erreur de tir ou pas, peu importe. N'empêche que c'est le Hezbollah qui a tué 12 gamins druzes. Et ce qui risque de se passer, non seulement en Israël, non seulement en Syrie, mais au Liban, aussi où les Druzes sont un peu plus de 5% de la population et vivent dans le Chouf, donc sur une montagne qui jouxte immédiatement la territorialité chiite pro-Hezbollah, il risque d'avoir une augmentation, un accroissement des tensions au Liban entre le Hezbollah d'une part et la communauté druze d'autre part. Alors, Général Dutartre, c'est peut-être important aussi d'expliquer en quoi ce plateau du Golan annexé par Israël en 1981 est important stratégiquement pour l'État hébreu. C'est plus histoire que vraiment stratégie. C'est quelque part, c'est un rempart, si vous voulez, pour les premières populations historiques israéliennes. Et c'est un point haut. C'est toujours très important d'avoir des points hauts en termes militaires. Mais la problématique, c'est surtout au niveau de tension, c'est quelles sont les répercussions de ce drame. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois depuis le 7 octobre dernier qu'il y a autant de civils qui sont touchés en Israël, hein, donc c'est le plus meurtrier. C'est également les plus importants incidents depuis 3 mois entre le Hezbollah et Israël, hein, qui avait entraîné une escalade de violence pendant 3 jours, avec des frappes israéliennes assez importantes et également des tirs de missiles et de drones sur Israël. Donc, l'important, ce sont les heures qui viennent au niveau purement militaire,
Mais n'oublions pas que c'était 12 enfants quand même qui jouaient au football, et c'est ressenti dans la chair de manière très très aiguë pour on va pour les effectivement Israéliens. parler des conséquences de ce drame, mais il faut dire, Antoine Basbouz, vous qui êtes associé de Forward Global et directeur de l'Observatoire des pays arabes, que la situation à la frontière israélo-libanaise est préoccupante, et ce depuis non seulement le 8 octobre, dès le lendemain du 7 octobre, mais aussi c'est une guerre qui se prépare depuis une dizaine d'années. À vrai dire, cette guerre se prépare depuis très longtemps, mais surtout depuis 2006, quand le Hezbollah avait pris l'initiative de tuer et d'enlever des soldats israéliens à la frontière, sans prévenir le gouvernement libanais où il était représenté. Il a pris une initiative engageant une guerre totale du Liban avec son voisin, sans avoir les autorisations. D'ailleurs, le dirigeant de Hezbollah aujourd'hui joue le rôle du guide suprême que joue Khamenei en Iran, et entraîne le pays dans une guerre sans avoir la légitimité d'engager cette guerre, parce qu'il a vidé l'État libanais de ses institutions. Il empêche l'élection d'un président de la République qui représente tous les Libanais et non pas une milice aux ordres d'une puissance étrangère. Et voilà que hier, un tir qui lui est attribué, volontaire ou involontaire, a fait des victimes civiles syriennes sur le Golan syrien annexé par Israël en 1981. Là, nous nous retrouvons devant une escalade inévitable. Pardon ? Inévitable. Je crois que c'est inévitable. Ça ressemble un peu au drone des Houthis du Yémen qui a frappé Tel Aviv et qui a fait un mort, entraînant dès le lendemain un raid sur Hodeïda qui a cassé le port, qui a fait brûler, incendier tous les dépôts de carburant pendant une semaine sur le port de Hodeïda. Donc je m'attends à ce que Israël, qui en plus l'accusation d'Israël est confortée par les États-Unis, et ça c'est assez rare, cela permet à Israël d'aller frapper fort. J'espère le Hezbollah peut-être, mais pas le Liban, parce que le Liban n'est pas en guerre avec Israël, n'a pas décidé dès le 8 octobre de rentrer en guerre, oui. Mais c'est le Hezbollah dont le chef a décrété qu'il était solidaire et qu'il voulait occuper Israël. Général Dutartre, quelles sont, pour comprendre, les capacités militaires du Hezbollah? On dit que c'est 4 fois le Hamas. Je ne sais pas si c'est 4 fois, mais en tout cas, on estime à 5 000 hommes vraiment entraînés en première ligne, puis 25 000 derrière, peut-être autant de réservistes. Mais c'est encore une mesure, et bien sûr, avec les capacités d'Israël, hein, qui a 150 000 soldats en première ligne et 450 000 réservistes. Donc, c'est pas la même chose. Mais comme vous l'évoquiez à l'instant, la guerre de 2006, la deuxième guerre du Liban, est dans toutes les mémoires quand même. Et ça avait été... il y avait eu beaucoup de victimes, hein, à la fois civiles. Les plus importantes étaient des victimes civiles, mais également des victimes militaires des deux côtés. Hein. On estime à 150 morts israéliens et 450 du Hezbollah. Donc, quelque part, Israël ne va pas rester sans riposte, comme vous l'évoquiez très justement, avec la démonstration vis-à-vis des Houthis. Il y a déjà eu des ripostes ce matin, hein, des tirs, mais on s'attend forcément à quelque chose d'un peu plus conséquent. Mais tout l'enjeu, c'est que ce ne soit pas trop conséquent pour éviter l'escalade. Et il y a quand même une pression américaine. L'escalade, c'est Beyrouth ? Pardon ? L'escalade, ça serait de bombarder Beyrouth ? Non, je pense que... franchement, je pense qu'on n'est pas là. Mais par contre, peut-être de toucher des cibles que d'habitude, on n'allait pas toucher. C'est à voir. Personne n'a envie quand même de s'entraîner, et je pense même peut-être pas le patron du Hezbollah. À vrai dire, je pense que d'un côté, la stratégie iranienne, c'est la guerre d'usure contre Israël pour l'épuiser. Et cette guerre d'usure, sans que les Iraniens ne soient eux-mêmes impliqués et ne subissent des contre-coups sur leur territoire, eh bien, ils la réussissent très bien. D'un côté, donc, le Hezbollah n'aura pas envie de rentrer en guerre totale contre Israël parce qu'il sera perdant, et Israël n'a pas les moyens de gagner une guerre totale. La dissuasion israélienne est totalement affaiblie depuis le 7 octobre dernier. Jusque-là, Israël
était la superpuissance dont tout le monde avait peur. Aujourd'hui, Israël est devenu un pays banal comme les autres, et même le Hezbollah le défie, et le défie tous les jours sans craindre des ripostes sérieuses. Et le Hezbollah dispose de moyens pour faire très mal à Israël, à ses infrastructures, à ses bases militaires. On a vu un drone qui n'a pas été intercepté par Israël, qu'ils ont appelé Al-Hudhud, c'est-à-dire la HUP, qui a survolé bases aériennes, infrastructures, sur une profondeur de 100 km de la frontière. Frédéric Ancel, est-ce que vous partagez l'analyse d'Antoine Bazbous, c'est-à-dire un Hezbollah fort et un Israël qui a perdu un peu de sa force de dissuasion ? Je nuancerais. D'abord, l'Israël tout-puissant, ça fait quand même bien longtemps que c'est terminé. Ça, c'est la capacité de dissuasion d'Israël, elle reste absolument redoutable. La preuve, le Hezbollah ne va pas plus loin, ne va pas au-delà de la guerre de basse intensité qu'il mène depuis le 8 octobre, au lendemain du massacre du Hamas en Israël. Ça veut bien dire quelque chose. Par ailleurs, on a bien vu que la République islamique d'Iran, même si elle a procédé à un exercice de style balistique il y a quelques mois de cela, assez réussi d'ailleurs, démontrant qu'elle pouvait toucher Israël, le lendemain, le roi était nu. C'est-à-dire qu'Israël démontrait que l'espace aérien iranien était à peu près était extrêmement facile d'accès. Donc moi, je suis beaucoup plus nuancé là-dessus. Non pas que depuis le 8 octobre, il n'y ait pas, ou le 7 octobre, il n'y ait pas effectivement un défi plus important autour par un certain nombre d'ennemis d'Israël vis-à-vis de l'État hébreu, mais enfin, sa force de dissuasion reste extrêmement importante. Mais je nuance aussi de l'autre côté. C'est-à-dire que depuis au moins, on va dire la guerre des 6 jours 67, le mythe de l'invincibilité, il est tombé, et ça date pas du 7 octobre. Le dernier point, c'est que le Hezbollah, là je partage tout à fait ce que vient de dire vos invités, et notamment là, à l'instant Antoine Bazbous. Le Hezbollah a complètement vampirisé le Liban, et aujourd'hui, sur le plan, ne serait-ce que sur le plan balistique, c'est certainement l'une des, sinon j'insiste, sinon la première force, en tout cas en quantité d'engins de l'ensemble du Moyen-Orient. Non pas en qualité, mais en quantité d'engins. Donc oui, effectivement, le Hezbollah peut faire extrêmement mal. Maintenant, est-ce qu'il a envie de risquer, quitte à faire mal à Israël, une grande partie de ses combattants? Il en a perdu quand même entre 400 et 500 depuis le 8 octobre, contre une vingtaine d'Israéliens, ce qui est extrêmement important. Il a perdu l'aérodrome dont il disposait. Il a perdu, et il perd régulièrement un rythme hebdomadaire en Syrie et au Liban une grande partie de ses approvisionnements en matériel en provenance de l'Iran. Donc, est-ce que le Hezbollah, dont je rappelle toujours qu'il est dirigé par des fanatiques, mais pas par des imbéciles, va vouloir aller jusqu'au bout d'une guerre totale, comme l'appelait Clausewitz? Ça, franchement, j'en suis pas sûr. Alors, Antoine Bazbous, comment le mouvement chiite, qui a, vous l'avez rappelé, aussi un rôle politique prédominant au Liban, est-il perçu par les Libanais dans un pays qui est au bord de l'agonie? Eh bien, il est chargé des maux qu'il a provoqués, c'est-à-dire la faillite politique, la faillite institutionnelle, la faillite financière. La livre libanaise a perdu 98% de sa valeur depuis 2019. Donc le pays est totalement appauvri. Deux tiers de la population vivent sous le seuil de pauvreté. Et l'avantage du Hezbollah, de l'Iran, des pays totalitaires où il y a une idéologie forte qui domine les esprits, c'est que un mort à la guerre, c'est un martyr qui rejoint le paradis. Alors que dans des pays démocratiques ou soi-disant démocratiques, un mort, on le pleure, on le décompte, et ça fait beaucoup plus de mal qu'un martyr qui va rejoindre le paradis comme un shahid, pour la gloire d'Allah. Donc, moi, je pense que le Hezbollah dispose, je ne sais pas que je pense, j'en suis certain, il a fait la démonstration. Il dispose de moyens pour faire très mal à Israël. Il ne les utilise pas parce que c'est destiné à la protection de l'Iran et non pas pour faire une guerre d'usure. En revanche, épuiser Israël dans une guerre d'usure, c'est ça qu'on constate. Évidemment, Israël est une puissance nucléaire. La dissuasion est là, mais elle ne peut pas utiliser sa bombe contre Gaza, ni contre le Liban, même pas contre l'Iran. Donc à quoi ça sert? Alors, Général Dutartre, l'ONU, la communauté internationale, la France ont très rapidement réagi. Tous craignent cet embrasement que l'on évoque et que l'on craint. Alors déjà, est-ce que cet embrasement est évitable? Et puis, quel rôle vont jouer les États-Unis dans les heures qui viennent? Anthony Blinken a rappelé le droit d'Israël à se défendre, tout en appelant à éviter l'escalade. Comment doser la réponse?
Deuxième réponse, on va voir ce que va décider Benjamin Netanyahou, mais il a déjà eu des consignes assez fermes des leaders américains avant de partir, avant de rentrer des États-Unis. Personne n'a envie de cette escalade, et effectivement, comme il était rappelé par Antoine Basbou et par Frédéric Ancel, le Hezbollah a moyen de faire très mal. C'est, comme disait Frédéric tout à l'heure, c'est là où il y a le plus grand nombre probablement de roquettes stockées, soit dans les souterrains, soit dans des villages, et pas mal de missiles aussi qui peuvent toucher quasiment toutes les villes d'Israël. Donc, c'est pas non plus l'intérêt d'Israël d'enclencher, si vous voulez, un phénomène qui lui coûterait quand même assez cher, notamment en termes de pertes civiles. La seule pression, Israël n'écoute, quand elle veut bien écouter, Benjamin Netanyahou, parce que c'est pas Israël, n'écoute qu'une seule personne, c'est les États-Unis. Et encore, le pouvoir américain en ce moment, Biden est quand même moins dissuasif qu'il n'a pu l'être, aussi du niveau de la politique. Les divergences ont été affichées publiquement. Ben oui, complètement. Donc, personne ne maîtrise Benjamin Netanyahou, mais c'est pas son intérêt de toute manière d'aller trop loin, parce que les capacités du Hezbollah, même si elles sont limitées, elles peuvent faire très mal. Dadi Barnea, le directeur du Mossad, est arrivé ce matin à Rome. Il va participer à un sommet concernant la libération des otages. Est-ce que ce qui est en train de se passer au nord d'Israël et donc sud-Liban va changer la donne, Frédéric Ancel, en ce qui concerne ce qui se passe à Gaza et les négociations pour faire libérer les otages? Les deux fronts, les deux questions sont assez liées, même si elles sont liées de manière instrumentale. Je veux dire par là que le Hezbollah, fondamentalement, se fiche complètement des Palestiniens. C'est absolument pas son problème. Son problème, c'est le maintien d'Assad au pouvoir en Syrie, c'est le maintien de sa vampirisation au Liban, c'est le maintien de ses trafics dans le monde entier, c'est le maintien de son lien spirituel et politique avec l'Iran. Bien. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, puisqu'il instrumentalise la cause palestinienne en maintenant donc cette guérilla ou cette guerre de basse intensité depuis le lendemain du massacre du Hamas du 7 octobre dernier, oui, par définition, donc ça devient extrêmement lié. Par ailleurs, Sinwar, lui, avait aujourd'hui, enfin on le sait depuis plusieurs mois, on le savait sans doute avant d'ailleurs, un parti lié au moins sur le plan de l'entraînement, peut-être aussi sur le plan de l'équipement avec le Hezbollah et l'Iran. Et à partir du moment où le Hezbollah dit bon, nous, dès qu'il y a un cessez-le-feu entre le Hamas et l'entité sioniste, on arrête la guerre. Bah oui, vous avez forcément un lien. Maintenant, attention, ce lien, si vous voulez, ça peut jouer dans les deux sens. Si la riposte d'Israël est considérée comme totalement rédhibitoire par le Hezbollah et qu'il y a une contre-riposte qui amènera une contre-riposte, vous comprenez bien que là, on ne sera pas, malheureusement, je crois, dans une atmosphère de détente entre Israël et le Hamas. Mais l'inverse, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on peut très bien assister à des tirs des dernières, parce que je pense qu'il n'y en a plus beaucoup, des dernières roquettes aux mains du Hamas ou du djihad islamique dans la bande de Gaza, avec riposte forte d'Israël et un Hezbollah qui maintiendrait sa posture extrême en disant mais regardez, là on était obligé d'aller aider nos frères palestiniens. Merci Frédéric Ancel d'avoir pris le temps de participer à ce débat. Merci également à Antoine Basbous, associé donc de Forward Global, directeur de l'Observatoire des pays arabes. Et merci à vous, Général Dutartre, d'avoir donné votre point de vue sur le plan militaire, donc sur cette escalade. Merci à tous les deux et donc à tous les trois d'avoir été sur Europe 1 ce soir. Dans un instant, sur Europe 1, on prendra la route à la rencontre d'un artisan qui transforme des véhicules utilitaires en van. C'est la grande tendance du moment. Et puis on se plongera dans les archives de la station avec Lord d'Autriche. Retour dans les années 80, le jour où la navette spatiale Challenger explosait en plein décollage. À tout de suite.